Afin de faciliter l'étude et la récup du chapitre 2, j'ai décidé de scinder en deux. Il y aura donc deux parties. La première qui se concentrera sur les types de nationalisme et la deuxième sur la Première Guerre et les événements qui vont suivre jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Commençons d'abord de la façon dont on a commencé cette période-là ensemble, c'est-à-dire en voyant l'image suivante. Au centre, Wilfrid Laurier, à gauche, Robert Borden et à droite, Henri Bourassa. On voit donc différents types de nationalisme. On va commencer par discuter de l'impérialisme britannique qui est représenté par Robert Borden, qui sera d'ailleurs premier ministre du Canada lors de la Première Guerre mondiale. Les impérialistes regroupent beaucoup de Canadiens et Anglais qui considèrent que le Canada doit demeurer une colonie britannique parce qu'ils sont fiers d'être britanniques et sont fiers de faire partie de l'Empire. Pour eux, c'est clair que le Canada doit participer aux guerres et surtout à l'expansion de l'Empire. Le Canada est aussi en sécurité, en quelque sorte, à leurs yeux, en faisant partie de l'Empire. L'anglais et le protestantisme devraient être, pour l'anglais, la seule langue officielle et pour le protestantisme, la seule religion officielle. On va aller de l'autre côté avec Henri Bourassa. Henri Bourassa est le porte-parole du nationalisme canadien-français. Henri Bourassa utilisera d'ailleurs les journaux pour diffuser ses idées. Il va remettre en question à plusieurs reprises les liens politiques qui unissent le Canada à l'Empire britannique. Il va souhaiter et être un fervent défenseur aussi de l'autonomie du Canada, c'est-à-dire de couper les liens politiques avec le Royaume-Uni. Il s'oppose souvent et la grande majorité du temps, en fait, à la participation du Canada aux guerres impériales. Et pour lui, les deux peuples fondateurs doivent être capables de s'unir ensemble pour obtenir l'autonomie canadienne. Ces deux courants de pensée-là, ces deux idéologies-là ou mouvements de pensée-là s'opposent clairement et s'opposeront aussi lors de conflits, comme on verra dans quelques minutes avec la guerre des Boers. Pourquoi on met Wilfrid Laurier au centre? Ben parce que Wilfrid Laurier sera la personne qui adoptera une politique de compromis. Pourquoi? Ben, son objectif est clairement de diminuer les tensions entre les Canadiens français et les Canadiens anglais. Il va vraiment essayer de favoriser l'unité canadienne, de promouvoir aussi l'autonomie du Canada tout en conservant un lien avec le Royaume-Uni. Ça pourrait d'ailleurs se voir par la création de la Marine canadienne en 1910 ou le Red Ensign. Alors, le drapeau avec les armoiries des 4 premières provinces avec le Red Ensign dans le coin à gauche. J'ai mentionné que les deux idéologies, allaient se confronter lors de certains événements, et c'est le cas pour la guerre des Boers. Le Royaume-Uni, lors de la guerre des Boers, va souhaiter annexer des territoires occupés par les Boers à son empire. Les territoires qui sont situés en Afrique du Sud. Les impérialistes vont souhaiter que le Canada y participe, tandis que les nationalistes canadiens-français ne le souhaitent pas, parce qu'ils prônent l'autonomie et pour eux, ce n'est pas leur guerre. Wilfrid Laurier adoptera sa politique de compromis et va décider d'envoyer des soldats volontaires sans imposer d'obligation d'envoi de soldats à la guerre. On va poursuivre avec la politique d'immigration dans l'Ouest ou, comme on l'a vu en classe, le plan SIFTA. Qu'est-ce que c'est la politique d'immigration? Le gouvernement va miser sur l'immigration pour peupler l'Ouest. Le plan SIFTA, c'est un plan qui va inclure des brochures, des publicités, des bureaux d'immigration, des primes aussi aux compagnies de transport qui vont transporter les immigrants et des temps gratuits aux gens qui décideront de venir s'installer dans l'Ouest canadien. Les immigrants sont surtout en provenance des îles britanniques, des Américains et des Européens. C'est une politique qui sera considérée à l'époque raciste et discriminatoire et malheureusement, on verra une certaine montée de la xénophobie dans l'Ouest. Il y a donc des conséquences à cette immigration-là, conséquences démographiques d'abord. Alors, on voit une augmentation démographique dans l'Ouest, une augmentation aussi de l'immigration de certaines origines. Alors, on regarde ici États-Unis, Grande-Bretagne, Europe de l'Est. Alors, beaucoup d'immigrants qui vont venir s'installer dans l'Ouest canadien. Et malheureusement, une montée de la xénophobie, par exemple à Vancouver, envers certaines populations qui viendront s'y installer. Des conséquences sur le territoire aussi. Si on regarde le Canada en 1905, on peut observer quand même des provinces de l'Ouest qui se sont développées dues à cette immigration-là dans l'Ouest. Je pense à l'Alberta, la Saskatchewan, mais aussi au Manitoba, là, qui prend de plus en plus de terrain. Je vais continuer avec la politique d'assimilation des Autochtones. Alors, malheureusement, ici, on va qualifier la politique d'assimilation envers les Autochtones de continuité.
On va adopter plusieurs mesures dans l'Ouest, d'ailleurs, pour assimiler les Autochtones. On peut penser aux pensionnats qui vont se multiplier sur le territoire, mais aussi aux pensionnats qui vont se multiplier sur le territoire au Québec. Alors, c'est important aussi de le mentionner. En 1920, il y a une fréquentation des pensionnats obligatoires au Canada pour tout enfant autochtone âgé de 7 à 16 ans. Les conditions de vie sont très mauvaises. Le taux de mortalité est élevé. Il y a des maladies, de la malnutrition, des mauvais traitements et des accidents. Pour ce qui est de la politique d'assimilation envers les Canadiens français, on va d'ailleurs en Ontario, avec le règlement 17, restreindre l'enseignement du français aux 2 premières années du primaire. On va poursuivre avec la deuxième phase industrielle, c'est-à-dire en essayant d'observer des changements entre la première phase et la deuxième phase. Si on regarde ici sur le schéma en bas à droite, on voit que la première phase, on est dans le charbon et la vapeur et qu'il y a une nouveauté assez importante. Il y a donc changement, puisqu'à partir de 1896 ou à partir de la deuxième phase industrielle, on utilise l'hydroélectricité et le pétrole. On pourrait en dire tout autant par rapport à un produit exploité, dont l'aluminium. Il y a donc changement, puisqu'à partir de la deuxième phase industrielle, on produit de l'aluminium. Je pourrais poursuivre avec le même genre de discours avec la provenance des capitaux. Alors, il y a changement. À partir de la deuxième phase industrielle, on reçoit plutôt des capitaux américains que des capitaux britanniques. Il y a changement encore une fois, capitalisme de monopole lors de la deuxième phase industrielle. Qu'est-ce que c'est le capitalisme de monopole? Alors, je vais me servir d'un exemple. C'est comme si une compagnie qui fabrique un type de vêtement rachetait toutes les autres compagnies qui fabriquent le même type de vêtements afin d'avoir le monopole. Pensez au jeu Monopoly tel que je vous l'ai expliqué en classe. C'est le meilleur exemple d'un type de monopole recherché. On veut avoir le monopole de la plaquette pour réussir à gagner le jeu et à faire de l'argent. Il y a des nouvelles régions qui se développent lors de la deuxième phase. On peut penser au Saguenay, au Bas-Saint-Laurent, l'Outaouais aussi qui pourrait être inclus là-dedans. Maintenant, lors de la première phase industrielle, on a vu un début de mouvement syndical. Lors de la deuxième phase, on assoit le mouvement syndical. C'est-à-dire que le mouvement syndical prend vraiment de l'ampleur. Il y a des mauvaises conditions de travail, les ouvriers s'unissent pour créer des syndicats et ça va donner plus de poids à leurs revendications pour améliorer leurs conditions de travail. Ils vont d'ailleurs poser des actions comme faire des grèves et le gouvernement va décider d'intervenir en mettant, par exemple, des lois pour améliorer les conditions de travail. Maintenant, l'Église dans tout ça. Alors, l'action sociale de l'Église est assez importante parce que l'Église occupe un rôle social très important à l'époque. L'Église, de plus en plus, s'inquiète des inégalités sociales et de l'influence des syndicats américains. Au départ, elle s'est même opposée aux grandes centrales syndicales jusqu'à ce que ces centrales-là décident d'encadrer davantage et d'intégrer l'Église. Et on peut même dire que l'Église va former ses propres syndicats, dont la création de la Confédération des travailleurs catholiques du Canada en 1921. L'Église s'oppose aussi au socialisme, c'est-à-dire à l'intervention de l'État pour diminuer les inégalités sociales parce qu'elle craint de perdre son influence. Dans les villes, on voit une urbanisation qui se fait. La population du Québec devient d'ailleurs majoritairement urbaine à partir de 1910 et ça se développe très rapidement. Alors, il va y avoir un grand manque au niveau des services et des infrastructures. Le gouvernement va donc décider de mettre en place des mesures pour améliorer l'hygiène et les conditions de vie dans les quartiers des villes. On peut penser aux collectes d'ordures, aux égouts aqueducs, chlorification et filtration de l'eau, les cliniques de gouttes de lait, pasteurisation du lait, évidemment. Ici, ça vise directement, d'ailleurs, la baisse du taux de mortalité infantile et finalement l'électrification dans les villes. On va terminer avec le système de l'éducation. Alors, première chose à noter pour le système de l'éducation, premier fait, c'est que le système scolaire québécois présente de nombreuses lacunes, c'est-à-dire de nombreuses difficultés. On reconnaît d'ailleurs à l'époque que les francophones sont beaucoup moins scolarisés que les anglophones et ça va quand même rester comme ça dans les années qui vont suivre. Même qu'en 1901, on va tenter de faire passer un projet sur la fréquentation scolaire obligatoire, mais il sera rejeté. Et on voit surtout sur le territoire des petites écoles de rang, des écoles ménagères et des écoles agricoles. Alors voilà pour la première partie. Je vous invite donc à aller regarder la vidéo, la deuxième partie de la récup du chapitre 2.